pourquoi il est intéressant de parler de télétravail aujourd'hui? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on a une double actualité en fait. On a une actualité matérielle, c'est le Covid. Je crois que ça aura échappé à peu près à personne, qu'il y a une situation de Covid, de crise et de télétravail quasiment imposé. Mais il y a aussi une évolution juridique intéressante qui est tombée il y a quelques jours. Donc, je veux dire, je ne sais pas si Isabelle a fait exprès de la programmer au moment où la nouvelle ANI est sortie, mais l'ANI, donc l'accord national interprofessionnel, qui est un accord sur le télétravail, qui a été revu la semaine dernière, enfin en tout cas dont la nouvelle version a été publiée la semaine dernière. 15 ans entre la première ANI et la dernière, 15 ans, c'est-à-dire la première ANI c'est 2005, à l'époque où il y avait peut-être un ou deux télétravailleurs en France, et 2020 aujourd'hui où, j'allais dire, quasiment le télétravail est devenu un outil privilégié ou en tous les cas un outil imposé dans nos entreprises. Alors, les fondamentaux, c'est simple. Pour ceux qui ont une tête en forme de code, et de toute façon, même pour ceux qui n'ont pas une tête en forme de code, il n'y a qu'un seul fondamental de base, c'est le droit du travail. Et le droit du travail, la question première qui va se poser, c'est-à-dire pour tous les juristes comme nous, on cherche les mots, on cherche à quoi on va se raccrocher. On va se raccrocher à une définition, parce qu'on en a une dans le Code du travail. Cette définition, elle est à l'article 1222.9 du Code du travail, qui dit qu'en gros, je vous la fais très très courte, mais le télétravail, c'est tout travail qui pourrait être réalisé dans l'entreprise, mais qui va en réalité être réalisé en dehors des locaux de l'entreprise, mais en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Et déjà, il va falloir se poser 2 secondes sur plein de concepts qui n'ont rien à voir avec le télétravail. Voilà, le nomadisme n'a rien à voir avec le télétravail. Je veux dire, quand vous êtes dans le TGV encore, pour ceux qui ont encore la chance de le prendre, ou dans l'avion, pour ceux qui ont encore la chance d'en prendre aussi, ce n'est pas du télétravail, c'est du nomadisme. Pour ceux qui éventuellement auraient des activités en dehors du numérique, c'est-à-dire qui continueraient à travailler chez eux avec de la gomme et du papier, on n'est pas dans un environnement de télétravail. Donc, le télétravail, c'est véritablement, et évidemment, j'ai oublié tout ce qui est environnement, espace de coworking et autres, ne sont pas nécessairement, je dis bien pas nécessairement, des environnements de télétravail. Donc, le télétravail, c'est un boulot que vous pourriez faire au bureau, mais que vous faites ailleurs et singulièrement chez vous, avec les outils numériques au sens le plus générique du terme. C'est-à-dire, dès l'instant où vous touchez un ordinateur, une tablette et une connexion Internet, bing, vous êtes un télétravailleur. Alors, le télétravail, il y a un cas particulier avant de démarrer par le cas général, c'est la circonstance exceptionnelle. C'est-à-dire que dans le Code du travail, il y a 3 articles, hein, le 9, le 10, le 11. Et le 11 est singulièrement le plus important de notre environnement actuel, puisque le 11, c'est l'article selon lequel, en cas de circonstance exceptionnelle, notamment en cas de pandémie, donc à croire que ceux qui avaient rédigé le texte en 2017 ont inventé le virus, hein, on peut se poser la question. Est-ce que ce sont vraiment les Chinois ou est-ce que ce sont les rédacteurs du Code du travail, puisqu'ils ont pris la pandémie comme étant la circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure. Et là, effectivement, quand on est en circonstance exceptionnelle ou cas de force majeure, on est d'une certaine manière télétravailleur obligé et on va sortir du cadre normal du télétravail. Le cadre normal du télétravail, c'est tout le reste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout ce qui n'est pas circonstance exceptionnelle et tout ce qui n'est pas force majeure. Alors, apprenez-le de manière générique, mais faisons des grosses boules. Il y a une grosse boule qui est la circonstance exceptionnelle, c'est-à-dire ce qui va s'appliquer à tout le monde, le Covid. Et puis, il y a la boule de la force majeure qui pourrait s'appliquer qu'à une seule entreprise. Si demain, votre entreprise brûle, je ne vous le souhaite pas évidemment, mais ou coule, parce que vous êtes sur une péniche, vous allez devenir télétravailleur par force majeure. Et ce n'est pas évidemment la majeure. Donc, normalement, ces circonstances sont des circonstances exceptionnelles. Ça veut dire que ce n'est pas celle-là qu'on devrait avoir au quotidien dans notre environnement. Quand on a travaillé sur commencé à télétravailler Covid-1, parce qu'il y a eu Covid-1, Covid-2, on va dire confinement 1, confinement 2, il y a une évolution importante qui s'est posée. C'est que dans le Covid-1 ou dans le confinement 1, le ministère du Travail avait publié une information en ligne comme quoi, quand on était télétravailleur en situation de pandémie, le Code du travail sur le télétravail ne s'appliquait pas. C'est-à-dire, en fait, les articles que je vais vous énoncer, le 9 et le 10, n'avaient pas vocation à s'appliquer. On était dans un régime complètement d'exception. Là, avec le confinement 2, comme ça commence à devenir quasiment la règle, le ministère n'a pas fait machine arrière, mais en tous les cas a précisé sa pensée en disant « c'est pas tout à fait ce que je veux dire ».
Je n'ai pas dit qu'il fallait être complètement en dehors du code du travail. Je dis qu'il faut quand même tenir compte du code du travail. C'est-à-dire qu'on est passé d'une vision, et il faut faire extrêmement attention parce qu'elle était juste, mais aujourd'hui elle est trompeuse, du comme on est en situation exceptionnelle, on n'applique pas les règles normales, à une situation où le télétravail, même en situation de pandémie, devient quelque chose de normal et donc on doit lui appliquer les règles du code du travail. Le référentiel légal, alors je ne vais pas vous le lire en totalité, ça n'a aucun intérêt, mais vous n'avez que 2 articles à connaître et pas forcément par cœur, hein. Vous avez un article 1222.9 et vous avez un article 1222.10 puisqu'on a de la suite dans les idées. En droit, on essaie d'avoir des articles qui se suivent. Une fois que vous avez à peu près compris ces 2 articles, vous avez globalement l'ensemble du droit du télétravail en ce qu'il est quelque chose de spécifique. Donc, l'article 1222.9, qui est l'article de base, il va nous donner en fait 2 éléments importants. Il va nous donner un premier élément qui est, enfin 3, pardon, un, mais que j'ai déjà évoqué, qui est la définition du télétravail. 2, il va nous donner des règles de fond. Et 3, il va nous donner des règles de forme. C'est-à-dire qu'il va dire, voilà comment doit s'organiser le télétravail, règles de forme. Voilà dans quelles conditions on doit le mettre en œuvre, règles de fond. Alors, pour tous ceux qui seraient éventuellement parmi nous et qui seraient acteurs publics et qui se diraient « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, moi, je ne connais pas le code du travail, je ne connais que le code de la fonction publique », soyez rassurés, dès 2012, on a une magnifique loi qui transpose pour le monde du public les mêmes dispositions en disant ce qui existe dans le code du travail pour les salariés, ça existe aussi dans le code de la fonction, enfin, ça existe aussi dans le monde public pour les fonctionnaires. Donc ça, c'est le premier article important. Deuxième article extrêmement important, mais on se demande pourquoi il n'a pas été mis dans le premier. Honnêtement, on a décidé de faire 2 articles parce que sans doute que le premier était trop long. On dit que outre ces informations, les obligations de droit commun, l'employeur doit un certain nombre de choses. Il doit informer le salarié des restrictions à l'usage des équipements qu'il met à sa disposition. Il doit définir des règles de priorité pour occuper ou reprendre un poste à compétences équivalentes. Et il prévoit un entretien individuel et annuel sur les conditions de télétravail et singulièrement les conditions d'activité du salarié et la charge de travail. On sait bien que c'est un des sujets qui est le plus prégnant dans le domaine du télétravail. Je vous disais à l'instant que le référentiel légal, c'était le code du travail. Alors, c'est vrai que le référentiel légal de base, c'est le code du travail, mais pas que. Vous avez un accord national interprofessionnel qui vient d'être publié. C'est pour ça que je dis que effectivement, notre amie Isabelle est très de génie de m'inviter aujourd'hui, puisque les acteurs du patronat, comme on dit, et des salariés, des syndicats et salariés se sont remis d'accord sur un nouvel accord national interprofessionnel. Alors, j'ai 12 minutes, donc je ne vais évidemment pas vous lire les quelques pages. Quand je dis quelques, c'est un euphémisme concernant cet accord. Mais en tous les cas, cet accord, il est intéressant à connaître puisque lui aussi va définir un nombre de règles du jeu, mode d'application de ce qui est dit dans le Code du travail. Vous avez aussi d'autres règles. Si par exemple votre entreprise est certifiée ISO 27001, c'est-à-dire les normes de sécurité, eh bien vous trouverez dans le référentiel normatif aussi des éléments qui imposent la mise en œuvre de règles spécifiques en matière de télétravail. Donc il faut être attentif au référentiel légal. Le référentiel légal du télétravail, évidemment, il est singulièrement dans le Code du travail, mais vous l'avez vu pour les fonctionnaires, il est ailleurs et il peut être complété d'un certain nombre d'éléments, notamment dans l'accord national interprofessionnel qui vient d'être adopté. Alors, les règles de forme. En fait, c'est assez simple. Alors, évidemment, un juriste qui dit c'est assez simple, c'est une plaisanterie. Mais globalement, c'est assez simple. Parce que, qu'est-ce qu'on dit? On dit, écoutez, vous avez 3 possibilités. Voilà. Vous avez l'accord collectif, vous avez une charte, ou vous avez autre. C'est-à-dire que, idéalement, ça serait bien, surtout si vous avez une boîte normalement constituée avec des instances représentatives du personnel normalement constituées et que vous avez un dialogue social normalement constitué, etc., etc. Il serait bien et il serait mieux que vous ayez un accord collectif. Ceci dit, ce n'est pas obligatoire et vous pourriez avoir un autre document qui soit essentiellement établi par l'employeur, alors qu'on a appelé charte, ne me demandez pas pourquoi, mais parce que charte, ça fait plus joli sans doute que accord ou que engagement ou que code, qui sont des mots barbares en droit, donc on a appelé ça charte.
Donc, on a la énième charte en droit du travail, parce qu'on en avait déjà un paquet de chartes en droit du travail. Donc, on a une nouvelle charte, la charte du télétravail. Et puis, sinon, on a autre. Le autre étant, il y a des boîtes dans lesquelles on peut avoir du télétravail. On n'est pas obligé d'avoir un marteau pilon pour écraser un moucheron. Parce que quand on est une petite boîte normalement constituée avec 3, 4, 5, 10, 20 salariés, rédiger une charte, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. On peut très bien se mettre d'accord autour d'une table et définir dans le cadre d'un mail ou d'un document quel qu'il soit, qu'on n'appellera pas charte, qu'on appellera n'importe quoi, même qu'on n'appellera pas du tout d'ailleurs, les règles du télétravail. Donc, vous voyez qu'en termes de règles de forme, finalement, on est assez flexible, même si effectivement les grandes entreprises, les ETI, passent par les accords collectifs. Les entreprises de taille intermédiaire, les PME, passent souvent par des chartes. Et les petites boîtes, elles passent par des échanges par mail, des accords par mail, etc. Et on voit bien qu'en fait, on a eu la chance, et c'est une évolution par rapport au texte précédent, on a eu une évolution du texte qui fait qu'au final, chaque entreprise retrouvera la forme qui lui convient. Alors faites attention quand on parle d'accord télétravail, il ne faut pas se planter avec tout le reste. Parce que vous avez plein de documents en matière RH, malheureusement. Vous avez ce qu'on appelle la charte des systèmes d'information, c'est-à-dire la manière dont vous régulez l'usage des outils informatiques par les collaborateurs. L'accord sur le télétravail n'a rien à voir avec la charte des systèmes d'information. Un télétravailleur sera aussi soumis à la charte des systèmes d'information. Rien à voir avec la charte administrateur. Dans beaucoup d'entreprises, il y a des chartes admin pour savoir quels sont les droits et obligations des administrateurs. Là, c'est pareil. L'accord sur le télétravail ne va pas changer fondamentalement la charte administrateur. Maintenant, l'administrateur devra savoir administrer autrement parce que la plupart du temps, il va administrer à distance. De la même manière, on ne va pas toucher le droit à la déconnexion. D'ailleurs, le droit à la déconnexion, il est renforcé dans l'ANI de 2020. Ce droit à la déconnexion, c'est un droit différent. Et ce droit différent, il s'applique dans l'entreprise comme il s'applique en dehors de l'entreprise. Donc, dans tous les cas, on ne le touchera pas. Ça ne touche pas non plus la politique d'information des salariés au niveau du RGPD. Ça ne touche pas les politiques des procédures de sécurité que la CNIL demande de mettre en place. Bref, il faut rester concentré quand on travaille sur le télétravail, il faut rester concentré sur uniquement les problématiques posées par le télétravail. Une fois qu'on a défini ce cadre formel, reste à définir ce qu'il y a dans le fond. Et là, on a un petit problème. Le petit problème, c'est que le Code du travail dit, outre ses obligations de droit commun vis-à-vis des salariés, l'employeur est tenu à l'égard du salarié télétravailleur de… Vous avez aussi un autre petit article qui dit le télétravailleur a les mêmes droits que celui qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. En gros, il y a un problème avec le télétravail. Enfin, il y a un problème. Il y a une réalité avec le télétravail, c'est que le télétravail, c'est tout le code du travail plus les dispositions du code du télétravail. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui existe dans une entreprise et qui protège les salariés, vous devez aussi le traiter en mode télétravail. Le télétravail, ce n'est pas la négation du droit du travail. Le télétravail, ce n'est pas uniquement les dispositions du télétravail. Le télétravail, c'est l'ensemble des dispositions du code du travail, donc par exemple santé, sécurité au travail, et aussi les dispositions relatives au télétravail. Donc, quand vous allez travailler sur le fond de votre document, quelles vont être les questions que vous allez vous poser ? Vous allez vous poser des questions, alors je vous ai mis minimum syndical sans jeu de mots, c'est juste qu'est-ce que je vais devoir mettre dans un accord, charte ou autre en matière de télétravail. Les règles d'éligibilité, et éventuellement les prérequis, qui a le droit au télétravail, qui n'y a pas le droit, pourquoi on y a le droit, pourquoi on n'y a pas le droit. D'autant plus qu'il va falloir de plus en plus expliquer pourquoi on n'y a pas le droit. Les conditions de retour au travail, les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre, les modalités du contrôle du temps de travail et de la régulation des charges de travail. Ça, c'est imposé par l'article 9 tout à l'heure. La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail. Ça, c'est évidemment pour faire le lien avec la déconnexion. Les jours télétravaillés. Est-ce qu'on a le droit de télétravailler ? Alors aujourd'hui, la question ne se pose pas, mais est-ce qu'on a le droit de télétravailler un lundi ? Est-ce qu'on a le droit de télétravailler un mercredi ? Est-ce qu'on a le droit de télétravailler un vendredi ? Ce sont les sujets récurrents dans le genre d'entreprise. Les compensations financières. La question qui tue, est-ce que j'ai le droit de me faire rembourser Netflix pendant que je télétravaille ? Les conditions d'assistance technique. Comment on va assurer l'assistance technique des collaborateurs ? Les limitations technologiques, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a un article 10 qui dit que si jamais il y a des contraintes technologiques, je dois prévenir mon collaborateur. Et enfin,
l'entretien annuel individuel des collaborateurs. Comme je me suis engagé à respecter le délai, je vais le respecter. Un slide sur les sous, l'argent, parce que ça reste le nerf de la guerre. Donc, évidemment, la question de la rémunération des collaborateurs télétravailleurs ne se pose pas. On ne va pas avoir une prime ou une rémunération supplémentaire au télétravail. Par contre, la question qui va se poser, c'est surtout la question des coûts. Et là, vous avez sur les sites du ministère ou sur le site des URSSAF un certain nombre de tableaux. Je vous envoie à les lire. Pour ceux qui auront les slides, parce que vous avez la chance d'être membre de l'Axel, eh bien, vous avez les liens. Mais en gros, pour la faire simple, le principe essentiel accepté par l'URSSAF, c'est un montant forfaitaire. Pour l'instant, c'est 10 € par mois pour une journée de télétravail par semaine, 20 € pour 2 jours, etc. Donc, vous faites le calcul, 10, 20, 30, 40, 50, c'est facile à faire. Donc, on a des métriques. Mais après, si vous voulez aller dans le plus de détails, vous avez des tableaux sur le site de l'URSSAF qui permet de dire ce qu'on a le droit de prendre ou pas prendre. Par exemple, on n'a pas le droit de prendre une partie du loyer du collaborateur. On n'a pas le droit de prendre une partie du prêt immobilier du collaborateur. Bref, il y a un certain nombre de trucs absolument évidents qu'on n'a pas le droit de faire. Une bonne nouvelle, et on aura quasiment terminé, pour les employeurs avec l'ANI, c'est poser une question avec l'émergence du télétravail qui était ce que devait faire l'employeur vis-à-vis du lieu, du local dans lequel le télétravailleur télétravaille, en l'occurrence son domicile, avec des problématiques assez sympathiques sur santé et sécurité au travail, mise à disposition de moyens techniques à disposition du collaborateur, mise à disposition d'outils, on va dire, de confort du collaborateur pour télétravailler. Alors, la bonne nouvelle pour les employeurs, c'est que ce n'est pas Noël. C'est-à-dire que pour tous ceux qui sont télétravailleurs et qui pensaient pour Noël se faire acheter ce magnifique fauteuil ergonomique pour travailler à la maison ou un canapé Roche-Beaubois parce que c'est quand même plus sympa pour travailler ou un double écran géant parce que c'est quand même plus sympa pour travailler en double écran géant, la fête est finie. Il n'y a plus, ce qu'il y a pu y avoir à un moment, une immixtion de l'employeur dans l'environnement du collaborateur en matière de droit du travail, parce que finalement, c'est chez lui. Et d'une certaine manière, comme c'est chez lui, il fait la police chez lui, notamment la police sur santé et sécurité au travail. Et c'est d'une certaine manière à lui de savoir si quand il est assis sur une chaise, c'est la bonne chaise ou pas la bonne chaise. Ce n'est pas à l'employeur de faire la vérification à sa place. Sur les équipements, n'oubliez pas le RGPD. Ça, c'est mon dada. Donc, je ne peux pas faire une intervention sans parler du RGPD. Ce n'est pas moi qui le dis. Là encore, c'est l'ANI 2020 en disant faites attention, vous déportez la problématique de la protection des données finalement dans vos entreprises. Vous déportez la problématique de la gestion des fichiers des clients, par exemple, chez votre collaborateur. Donc, évidemment, il faut être extrêmement attentif à ce sujet-là. Le pire dans le télétravail, ce n'est pas le télétravail, c'est le papier. C'est les gens qui vont bourrer leur poubelle de papier qu'ils auront imprimé avec tous les fichiers des clients, par exemple, sans se poser trop de questions et qu'ils mettront à la poubelle devant leur maison. Ça, évidemment, c'est un drame. La CNIL émettant et ayant émis, en termes de télétravail, un certain nombre de recommandations. Donc,